Bonjour Bart de Wever Bonjour, et merci de nous accueillir ici au 16 rue de la Loi. avec plaisir. En connaissant votre parcours, après 100 jours depuis la création de votre gouvernement fédéral, vous me prenez goût à la fonction de Premier ministre ou pas? Oui, pour moi, c'est plutôt un devoir. Je ne peux pas le nier. J'avais un job comme maire d'Anvers que j'ai adoré. Donc, partir d'Anvers et de venir à Bruxelles, c'est plutôt un devoir. Certainement, quand on sait qu'à Anvers, j'avais déjà les choses en ordre. On n'avait plus de dettes. Donc, ma troisième législature serait une législature assez facile, disons. Et quand j'arrive ici, je trouve qu'on est au bord de la faillite, dans une situation géopolitique très compliquée, avec une guerre en Europe et avec un président des États-Unis qui semble de croire que le protectionnisme est une théorie économique valable. J'ai des tâches que je pourrais appeler titanesques. D'accord, on a l'impression qu'un mandat ne suffira pas. Peut-être que vous répondrez à cette question. Pour assainir le budget, un mandat ne suffira pas. Non, pas du tout. C'est impossible. D'accord, on va en parler dans quelques instants, mais vous avez pris possession des lieux. On peut voir aussi des objets datant de l'Empire romain. Vous avez mis quelque peu votre touche au bureau officiel du Premier ministre. Depuis que vous êtes devenu Premier, qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Comment les jours filent ici. J'ai vraiment l'impression que je suis sur des montagnes russes. Donc, chaque matin, j'arrive ici. Je pars très, très tard le soir et j'ai toujours l'impression qu'il y a encore énormément de boulot à faire. Donc, puisque le résultat de Vivaldi était titanique, ma tâche est titanesque. Parfois, cela m'empêche de m'endormir. Certainement, si je pense au solde budgétaire, c'est infernal. Le budget qu'on a hérité, c'est un budget qui est vraiment le Titanic. Ça veut dire qu'on coule vers le fond de la mer. Si on ne fait rien, c'est la faillite. Si on ne fait rien, on va évoluer vers un déficit 45, la politique a changé, Oui. un déficit de 45 milliards sur entité 1, le fédéral seulement, c'est plus de 6% du PIB, c'est la faillite. Donc on rejoint la France. Oui, on dépasse même la France. On a le budget le pire de toute l'Europe. Le budget n'est pas sain, le budget n'est pas durable. Donc chaque réforme qu'on fait, chaque mesure qu'on prend, chaque économie qu'on réalise, on essaye de changer la courbe. Mais on ne fait pas ça du jour au lendemain, ça va s'aggraver avant que ça va commencer à s'améliorer. Ce que je veux absolument, c'est quand je quitte ce bureau, c'est de laisser un budget qui est durable. Ça veut dire qu'à politique inchangée, les sous-marins vont monter jusque la surface. D'accord. Venons alors au fond du dossier de cet entretien. L'accord de Pâques, bien sûr, limitation dans le temps des allocations de chômage, malades de longue durée, pension, augmentation du budget dédié à la défense et aussi à la justice. Très bien. On a l'impression que le chemin que vous avez tracé, peut-être qu'il faudra le modifier pour respecter votre accord d'aboutir en dessous ou à proximité des 3% de déficit budgétaire d'ici 2029. Est-ce que vous êtes prêt à changer de chemin? Est-ce que vous avez choisi le bon chemin? On a choisi le bon chemin. La grande question, est-ce que ça va suffire? Et là-dessus, il y a des doutes, et les doutes, ils sont pour cause, je pense. Donc, dans l'accord de gouvernement, c'est déjà une montagne de travail, avec des économies fortes et des réformes en profondeur. Les protestations, les grèves, beaucoup de gens qui s'inquiètent déjà, comment est-ce que ça va toucher ma situation? Donc, l'inquiétude est déjà gigantesque. Et même avec tout ça en tête, je dois dire que moi aussi, je suis convaincu que tout ce qu'on fait ne va pas suffire pour améliorer le solde budgétaire d'une manière suffisante pour évoluer vers le 3% de déficit en 2030. Et ça, c'est le but de ce gouvernement. On veut renforcer la situation pour arriver à un déficit d'environ 3% en 2030. Et avec tout ce qu'on fait, on ne va pas y arriver. Donc, ce gouvernement devra travailler jusqu'au dernier jour. Donc, la situation géopolitique a aggravé les choses. Et certainement, les dépenses pour la défense, 4 milliards chaque année. Chaque année, ça c'est vraiment... ça c'est très dur. Justement, où vous avez trouvé ces 4 milliards? Comment vous allez faire? Oui, ça c'est une grande question. Donc, on avait prévu dans l'accord de gouvernement d'évoluer vers les 2% en 2029. On sait qu'on doit le faire, c'est la norme de l'OTAN. C'est M. Di Rupo qui a fait la promesse au Pays de Galles en 2014 déjà, mais il ne l'a pas réalisé. Donc on est en difficulté, on est le mauvais élève de la classe de l'OTAN, donc on doit le faire. On ne s'attendait pas à devoir faire le saut en un an.
hein, de réaliser ce montant déjà en 2025, pour le budget 2025. On est obligé, à cause de la situation géopolitique, la guerre en Ukraine, de le faire. Donc, on a fait l'accord dans le gouvernement de dire, bon, on fait 4 milliards maintenant, surtout avec des mesures one-shot et des emprunts que l'Europe va nous accorder. Hein, donc, le Rearm Europe, le projet de Mme van der Leyen nous donne beaucoup de possibilités par l'escape clause, une souplesse budgétaire pour aller très vite. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Donc, chaque année, avec chaque budget, il y a un travail qui était dur déjà, mais qui va devenir encore plus compliqué parce que chaque année, on devra trouver plus de moyens structurels pour la défense. Et quels sont ces moyens structurels? Parce que là, vous êtes arrivé à trouver ces 4 milliards pour 2025, mais ce n'est pas des moyens structurels. Non, c'est encore un devoir à faire. Et vous savez très bien que dans la coalition, il y a 5 partis. Il y a des partis de gauche, centre, droite, que certains vont dire « Ah, mais plus d'économie dans la sécu, on a déjà fait beaucoup d'efforts ». Des autres vont dire « Ah, mais pas de taxes, hein, parce qu'on est déjà le pays le plus taxé du monde », que c'est ce qui est vrai. Et des partis comme la NVA vont dire « On ne va pas quand même encore faire croître la dette ». Mais il n'y a pas sans moyen de trouver des solutions. Donc, ce sera très dur, je suis conscient. C'est cela qui m'empêche parfois déjà de m'endormir. Donc, d'abord, il y a le call hors catégorie de mettre en œuvre l'accord de gouvernement. Oui. L'accord de Pâques, c'est ça. Mais pour le budget de 2026, il y a encore un call hors catégorie avec beaucoup de mesures comme le taxe plus-value qu'on doit encore on en parlera. Traduire en projet de loi. Mais après ces 2 calls, ils vont venir encore des autres calls hors catégorie jusque le dernier jour que je suis ici. Eh bien, on va en parler. J'ai l'impression que, malheureusement pour vous, vous avez passé pas mal de nuits blanches durant votre mandat en tant que Premier ministre. J'ai déjà passé beaucoup de nuits blanches pendant les négociations et ça ne va pas s'améliorer. D'accord. Revenons à la limitation des allocations de chômage dans le temps et le retour des malades de longue durée sur le marché du travail. Et vous espérez des effets retour importants, certains en doutent. Vous visez un taux d'emploi de 80% d'ici à 2029-2030. En Flandre, ça semble possible, mais il y a 2 marchés, voire 3 marchés différents en Belgique. Vous pensez que la Wallonie peut suivre et surtout Bruxelles peut suivre? Ce serait excellent si on arrête les jeux politiques ici à Bruxelles et qu'on forme un gouvernement qui peut s'en occuper. Donc, mais je pense que pour la Wallonie et Bruxelles, la limitation du chômage dans le temps est une mesure qui est vraiment le plus favorable pour le sud du pays. Parce que le chômage comme choix de vie, on est le seul pays en Europe où c'est encore possible, où c'est encore facile de dire « moi, je ne travaille pas, je m'installe dans l'assistanat, je m'installe dans l'état PS comme on le connaît et on me laisse tranquille ». Donc il y a plein de vacatures dans ce pays qu'on n'arrive pas à remplir. Il y a assez de boulot pour tout le monde qui veut travailler. Donc ceux qui peuvent travailler doivent travailler. Ça, c'est le principe de l'Arizona. On va l'appliquer en tout cas. On est le dernier pays européen qui n'a pas fait. C'est difficile à expliquer qu'il y a des milliers de Français qui travaillent chaque jour dans notre pays, mais qu'on n'arrive pas à activer nos propres gens. C'est difficile à expliquer qu'on a autant de malades à longue durée que l'Allemagne, qui est un pays qui est 8 fois plus grand que la Belgique. Donc, il faut accepter ces réformes. C'est peut-être dur à court terme, mais je suis certain que pour la Wallonie et Bruxelles, que ce sont les meilleures mesures qu'on peut prendre. Mais prenons le cas de Bruxelles, ce sont des politiques à effet miroir, donc il y a une grande coopération avec les entités fédérées. À Bruxelles, il n'y a pas de gouvernement. Et il y a Actiris qui dit « laissez-nous un rabais de 6 mois si possible ». Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Et il y a plein de vacatures juste à côté de Bruxelles, à Zaventem. On cherche des gens, on n'arrive pas à remplir des vacatures. Et moi, je constate que Actiris n'oblige même pas maintenant, dans la situation actuelle, des gens, des chômeurs à Bruxelles, d'accepter un boulot juste à côté de Bruxelles. Parce qu'il dit, bon, s'ils doivent traverser la frontière linguistique, donc s'ils doivent se déplacer 4 ou 5 kilomètres, on ne peut pas les obliger. Donc vous n'allez pas attendre on doit mettre fin à tout ça, c'est le laxisme. On n'a plus de marche pour le laxisme, on est au bord du précipice avec ce pays. Hein. Si on veut garder un État-providence, si on veut garder la prospérité pour tout le monde, mais aussi garder une sécurité sociale qui est viable, il faut mettre fin à tout ça immédiatement.
D'accord. L'une des promesses de la campagne électorale de plusieurs partis politiques, c'était un différentiel entre les personnes qui ne travaillent pas et les personnes qui travaillent, un différentiel de plus de 500 euros. Est-ce que ce différentiel aura bien lieu sous ce gouvernement? J'en suis sûr. On travaille avec le bâton et avec la carotte. Le bâton, c'est qu'on a économisé dans la Sécu. On a scrapé, par exemple, tout le bien-être, sauf pour les gens qui sont handicapés dans une situation où qui ne peuvent pas du tout travailler. Donc, il faut aider ces gens. Pas de question là-dessus. Mais pour les autres, on va limiter la hausse des allocations. Le Vivaldi a réalisé une hausse énorme des allocations. Être inactif a été récompensé par le Vivaldi. On va faire l'inverse. On va récompenser ceux qui bossent en limitant avec le bâton la hausse des allocations, mais aussi par la réforme fiscale, le tax shift, mais aussi le tax cut, qu'à la fin de la législature, ceux qui bossent pour un salaire modeste, un salaire basse ou un salaire bas ou un salaire moyen, renforcer leur pouvoir d'achat en net. D'accord, donc cette promesse sera Et la tenue. différence, l'écart sera en tout cas 500 euros, en travaillant avec le bâton et la carotte. Oui, mais si les allocations de chômage diminuent dans le temps, forcément, cet écart va avoir lieu. Oui. D'accord. Oui. Donc On travaille dans ces deux sens. Être inactif, on ne va pas récompenser. Ceux qui bossent, on va les récompenser. Et si on travaille dans les deux sens, l'écart sera au minimum 500 euros, et beaucoup plus même. L'un de vos prédécesseurs, ici au 16 rue de la Loi, c'est Elodie Roupeau. Et dans une interview qu'il nous a accordée sur LN24 et sur LN Radio, il nous disait la fin dans le temps de l'allocation de chômage, c'est le début, quelque part, de la fin du pays, puisqu'on s'en prend directement à la sécurité sociale. Je pense que la fin du pays sera plutôt causée par une différentielle entre les deux parties de notre pays qui devient intenable. Si on arrive à redresser l'économie au sud de notre pays, où il y a beaucoup de marge pour gagner, en Flandre, ce sera beaucoup plus compliqué, parce que si on est déjà à 77%, 77, vous dites en Wallonie, de pourcentage de gens qui sont actifs, le 3% pour arriver à 80, c'est dur. Mais si on est à 65, évoluer vers 70, 75, c'est beaucoup plus facile. Et diminuer la différence entre les différents marchés de travail dans notre pays, est-ce que ça va mener à la séparation de notre pays ou plutôt à l'inverse? Je pense que c'est plutôt l'inverse. Vous connaissez mes convictions institutionnelles, ils n'ont pas changé. Je pense qu'on doit encore réaliser une réforme de l'État et j'espère de pouvoir le préparer comme Premier ministre. Mais pour l'instant, je profite de l'occasion qui m'a été offerte par l'électeur wallon qui a aussi choisi pour le changement. La grande victoire de les maires, Georges-Louis Boucher, la victoire des engagés, ça a créé une opportunité de finalement réformer ce pays en profondeur dans le volet socio-économique. Et j'utilise cette occasion unique que j'ai jamais vue, que j'ai jamais connue. Donc c'est une occasion pour vous. Une occasion à travers le vote aussi. Tout dépend de ce qui se passe en 2029. D'accord. Mais travailler avec cette majorité à Arizona, ça reste encore une coalition compliquée. Mais pour la Belgique, pour une fois, on a quand même une coalition que j'espère qui restera stable et qui est capable de faire des réformes que l'Europe nous a préconisé de faire depuis 20 ans, mais qu'on n'a jamais fait. Bart De Wever, revenons aussi aux accords de Pâques avec évidemment le refinancement de la justice à hauteur de 150 millions d'euros. Les magistrats, qui sont en colère contre vous d'ailleurs, concernant leurs pensions, disent en gros que c'est disproportionné par rapport au réinvestissement de 4 milliards de la défense de manière annuelle. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce qu'ils n'ont pas raison de dire ça? Non, ils n'ont pas raison de dire ça. On fait un grand effort pour les départements régaliens. Ils ne doivent pas faire des économies. Ils reçoivent des enveloppes budgétaires en extra, la police, la magistrature, la justice. On a encore fait un effort dans le budget de 2025 pour le problème de la surpopulation carcérale. On fait ce qu'on peut. Se comparer avec la défense qui a déjà dû subir des économies ils étaient à 1,3%, donc c'était un département totalement négligé, on est obligé à reconstruire le budget de la défense jusque le minimum 2%, le minimum de l'OTAN. Dire que ça, c'est un scandale et qu'on que ça rend impossible d'accepter des réformes et des économies,
ça me semble quand même compliqué. Si on touche la pension la plus haute qu'on peut avoir dans ce pays, comme un politique comme moi, hein, je suis ici depuis longtemps, donc je vais toucher le maximum. Donc ce sont les pensions du secteur public, ce sont les pensions les plus hautes dans notre pays. Ce sera une pension de presque 8 000 €. Si on n'est pas capable de dire à ce moment-là, j'accepte pour les prochaines années que l'index sur ma pension est un peu limité, ce ne sera pas 140, mais ce sera 40 € par index, et j'accepte ça pour quelques ans pour contribuer à l'assainissement de notre pays, ça me semble quand même exagéré. Ils disent tout de même que ça peut aller jusqu'à 40% de rabais sur leur pension, qu'il y a des accords, il y a un accord gouvernemental, et dans cet accord, il y a des idées pour réformer les pensions qui ne sont pas encore traduites en texte de loi, mais ils disent que sur base de cet accord, ça pourrait avoir un impact vraiment fort sur leur pension, jusqu'à 40%. Le ministre responsable, qui est M. Jambon, a déjà expliqué que la mesure qui vise à limiter l'indexation est une mesure jusqu'en 2029, dans le chiffrage qu'eux, ils ont fait pour arriver à une perte de 40%. Ils ont prolongé cette mesure jusqu'à les années 2050. Mais on n'a jamais voulu faire ça, ce n'est pas dans le texte, ce n'est pas notre intention. Donc je pense que c'est fort exagéré. On aurait pu, si on peut les confortabiliser, on peut changer le texte, que c'est prévu dans la loi, que ça va jusqu'en 2025 et 2029 et pas plus loin que ça. D'accord. Alors, on vient beaucoup de parler des accords de Pâques, premier grand accord de l'Arizona, votre gouvernement fédéral. On n'a pas encore parlé des peut-être futures réformes. Il y a une date butoir le 1er juillet et vous parlerez au sein de votre gouvernement essentiellement aussi de la taxation sur les plus-values. La taxation des plus-values, c'est pas un peu le boulet de votre gouvernement que vous avez depuis le premier jour ? Depuis le premier jour, c'est peut-être exagéré, mais c'est une réforme qui n'est pas évidente. Il y a certains partis, comme la NVA, les maires, qui n'aiment pas du tout cette taxe. Mais bon, das Wahre ist das Ganze, comme on dit en allemand. Il faut faire un accord et accorder aussi des éléments à des autres partis pour faire le compromis. Mais c'est une nouvelle forme de fiscalité, ce qui est toujours très compliqué. La fiscalité est compliquée dans ce pays. Donc il y a encore des modalités à décider et ce sera un débat très dur, mais j'espère et je suis optimiste que je peux conclure ce débat avant le 1er juillet parce que c'est prévu, les revenus sont prévus dès l'année 2026 pour le budget de 2026, mais pour le mettre en œuvre, c'est compliqué aussi pour les banques. Donc un délai de 6 mois est nécessaire pour pouvoir le faire. Donc ça me mène à un calendrier d'ici jusqu'au 1er juillet. Donc je vais commencer immédiatement avec le travail pour le budget de 2026 pour régler la taxe sur le plus-value. Et aussi, l'autre montagne de travail qu'on doit encore mettre en œuvre pour le budget de 2026, ce n'est pas à sous-estimer, ce sera de la même taille que l'accord de Pâques. D'accord, mais tout de même, sur ces taxations sur les plus-values, on estime à 500 millions d'euros de revenus pour l'État. Ce n'est pas disproportionné par rapport en tout cas aux difficultés que votre gouvernement pourrait être confronté pour obtenir cet accord? Non, non, pas du tout. Donc on a prévu une enveloppe de 2 milliards qui pèse sur les épaules les plus lâches, comme on l'a dit. Il y a différentes mesures pour arriver à ce montant. Ce montant est nécessaire pour réaliser le tax shift, pour compenser ceux qui bossent. Donc ça, c'est la logique de l'accord de gouvernement. On a accepté des taxes, mais ce ne sont pas des taxes pour le budget, ce sont des taxes pour renforcer le pouvoir d'achat de ceux qui bossent. Ça, c'est une logique acceptée par tout le monde. Et je pense qu'on peut vraiment trouver des accords sur chaque modalité. C'est toujours compliqué, mais je sais ce que chaque parti veut. Donc, à la fin, dans un grand ensemble de mesures qu'on doit encore décider d'ici l'été, c'est possible. C'est possible, d'accord. Pardonnez-moi encore un mot dans cet entretien sur la politique internationale. CDNV engagé, Vooruit ouvre le débat d'une reconnaissance d'un État palestinien. Est-il venu le temps pour la Belgique de reconnaître un État palestinien sous votre gouvernement ? L'accord de gouvernement est très clair, et ça correspond au droit international qui dit qu'il faut évoluer vers une solution à 2 États. Dans le cadre de cette solution, on peut reconnaître la Palestine, mais il y a des conditions. Ça demande une autorité palestinienne qui n'est pas la masse, qui sont des terroristes, une autorité qui est démocratique, qui
fait la reconnaissance mutuelle avec Israël. Et ça demande aussi l'implication des pays arabes autour d'Israël. Donc, ce n'est pas facile, mais ça, c'est le droit international. Et je pense que c'est la seule solution durable pour arriver à une paix durable et à une solution finale pour le Proche-Orient. Une reconnaissance de la Palestine maintenant, c'est plutôt un geste symbolique. Certains pays l'ont fait. Chez nous, ce n'est pas prévu dans l'accord de gouvernement. Je sais que certains partis de la majorité voudraient le faire, mais ce n'est pas prévu dans l'accord de gouvernement. Et c'est pour ça que je trouve que l'initiative de M. Macron est intéressante. Parce que lui, comme il m'a expliqué, dit, bon, avec la situation humanitaire qui est totalement inacceptable. Israël, c'est un pays démocratique occidental, donc il faut, un pays comme ça doit correspondre aux standards d'un pays comme ça et être responsable pour une situation humanitaire où des citoyens souffrent, des enfants souffrent. Et allez, ça, c'est inacceptable, ça doit s'arrêter immédiatement. Donc, prendre une initiative pour dire qu'il faut avoir Israël et aussi les Palestiniens et les pays arabes, de les mettre sur le chemin du droit international et de prendre une initiative, c'est peut-être quelque chose de très utile. Bardou-Evere, est-ce que c'est un génocide ce qui se joue à Gaza, comme l'entend Voreuil, votre partenaire de majorité? C'est la Cour internationale qui doit faire cette qualification. Pour moi, c'est la situation humanitaire qui joue. Et elle est inacceptable. Elle est inacceptable. C'est devenu un jeu politique. On est pour Israël, contre Israël, pro-Palestinien, contre Palestinien. Moi, je suis pour la situation humanitaire qui doit s'améliorer. Tout le reste, je le laisse à la Cour internationale. Merci en tout cas pour cet entretien et nous avoir accueillis dans votre bureau officiel de Premier ministre. Merci beaucoup, Bardou-Evere. Avec plaisir.